messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Les titres. Dépôt des dossiers à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les partis politiques dans les derniers ajustements pour le compte des prochaines élections. À la veille de cette première journée de dépôt, nous avons parcouru l'état-major de quelques partis politiques. Les détails à suivre. À retrouver dans un instant le compte rendu de la commémoration de la 25e journée nationale de mobilisation contre les troubles dus à la carence en sel iodé. La population de Sémépoji sensibilisée ce 27 octobre 2022 sur la consommation du sel iodé. En décentralisation, on parlera de la deuxième conférence des préfets au titre de l'année 2022. Les préfets des 12 départements et les cadres de l'administration territoriale vont réfléchir pendant 2 jours sur les questions liées à la sécurité et au développement territorial. Merci de nous recevoir. La période de dépôt des dossiers à la Commission électorale nationale et autonome Sénat a été fixée. Elle se déroulera du 28 octobre 2022 au 2 novembre. À la veille de cette première journée de dépôt, nous avons parcouru l'état-major de quelques partis politiques tels que le BR et l'Union progressiste Le Renouveau. Le point des avancées avec Jeannot Dopéon et Edouard Kakou. À quelques heures du premier jour du dépôt des dossiers à la Sénat, les partis politiques sont encore dans les derniers réajustements. Au bloc républicain, c'est un exercice renouvelé après les expériences des élections législatives de 2019 et de 2020. Pour ce qui concerne les militants du parti bloc républicain, on peut vous dire que les dossiers sont quasiment prêts. Le quasiment prêt relève du fait que l'administration doit fournir quelques pièces qui tardent quelque temps à venir, mais nous sommes toujours en contact avec cette administration, notamment l'administration des impôts, pour ce qui concerne le quitus fiscal. Nous saluons d'ailleurs la Direction générale des impôts qui met des bouchées doubles pour donner satisfaction à tous les partis. Au siège du parti Union progressiste Le Renouveau, la calmie est remarquable. L'étape de collecte et de vérification des dossiers des potentiels candidats est déjà bouclée et soumise au président du parti, confie la directrice administrative du parti. Nous sommes prêts. Vous avez constaté que dans la maison, il n'y a plus de travaux qui se déroulent en ce qui concerne les dossiers. Nous avons fini cette étape et nous attendons donc que le politique nous redonne la main pour que nous puissions faire ce que nous avons à faire au niveau de l'administration. La seule préoccupation que nous avons notée et qui continue et qui n'a pas encore trouvé solution ou complètement, et c'est en cela que je dirais que nous avons quasiment terminé, c'est qu'il y a des camarades qui sont toujours en attente donc de la délivrance de leur quitus fiscal. Et cette question doit être réglée par l'administration fiscale de notre pays, l'administration fiscale, c'est-à-dire les impôts. Dans le rang des partis d'opposition, l'heure est aux échanges. Au sein du parti Restaurer la confiance, une réunion est en cours avec les membres du comité chargé de l'étude des dossiers avec le président du parti. L'un des principes les plus déterminants pour le parti RLC de Irénée Agossa est celui-ci. Chaque parti s'occupe de sa caution, proportionnellement aux circonscriptions gagnées. Et chaque parti s'occupe de sa campagne électorale dans ces circonscriptions. Mais nous devons nous entendre sur les circonscriptions à prendre. Dans ce jeu, FCBE nous a attribué 3 circonscriptions électorales. Nous avons demandé plus dans les négociations et nous avons fini par dire qu'à cela ne tienne, nous voulons une circonscription électorale de plus. Et c'est la 6e circonscription électorale. Nous avons demandé qu'il y ait présentation des candidats des 2 partis
pour voir le candidat le plus représentatif, le plus capable de conduire la liste dans cette circonscription. La FCBE ne nous a pas montré le candidat jusque-là. La FCBE n'a pas voulu répondre à ce point qui est un point de négociation et qui bloque aujourd'hui l'évolution des choses. Qu'en est-il de leurs négociations avec la Force Cori pour un Bénin émergent entamée en août dernier? L'idée est d'aller aux élections avec le logo FCBE, mais avec des principes bien définis dans l'accord. Donc nous pensons que, vu l'importance de la situation, de l'enjeu, nous sommes certains que d'ici à là, ils vont réagir. Nous sommes en train de préparer d'ailleurs un courrier à leur endroit pour demander de réagir. Et s'ils ne le font pas devant l'opinion publique et même l'opinion internationale, ils seront responsables de ce qu'ils auraient choisi. Et nous allons entrer dans ce que nous appelons un retrait stratégique de notre parti RLC dans le cadre de ces élections législatives. Ce retrait va consister, bien sûr, à être du côté de toutes les forces politiques qui vont se présenter, qui soient dans la logique de la dynamique, de la mutation de la classe politique à la fin du cycle politique actuel. Ce point soulevé par Irénée Agossa aurait été abordé dans les échanges du parti FCBE de ce jeudi soir. De sources concordantes, les dossiers de candidature au niveau de la Force Cori pour un Bénin émergent ne sont pas encore prêts à être déposés à la Sénat ce vendredi 28 octobre 2022. Pour rappel, le dépôt des dossiers de candidature s'étend du 28 octobre au 2 novembre 2022. Les responsables des partis rencontrés sont convaincus d'une chose, être dans le starting block pour les législatives du 8 janvier 2023. La 25e édition de la Journée nationale de mobilisation de lutte contre les troubles dus à la carence en iode a été célébrée ce 27 octobre 2022 à Semek-Podji. Les troubles dus à la carence en iode regroupent l'ensemble des manifestations visibles et invisibles qui résultent d'une insuffisance en iode dans l'organisme. Ainsi, cette journée a lieu pour sensibiliser la population sur la consommation du sel iodé, une célébration qui a connu la présence des représentants du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, celui de la Santé et des autorités de la ville de Semek-Podji, Ruth Ronjo, Estelle Vichedo. Vaincre les troubles dus à la carence en iode par la consommation du sel adéquatement iodé, c'est cette thématique qui rassemble collégiens et collégiennes ambassadeurs de la cause. Organisée conjointement par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et celui de la Santé, la thématique choisie s'inscrit dans le but de renforcer les moyens d'informer la population sur l'importance de la consommation du sel iodé pour la santé. Stratégie d'intensification de la sensibilisation de la population pour l'adoption de bonnes pratiques d'utilisation du sel adéquatement iodé, qui est le seul gage pour prévenir la survenue des troubles et conséquences liées à la carence en iode. En effet, selon les enquêtes nationales, la proportion de ménages disposant de sel adéquatement iodé est passé de 39% en 2014 à pratiquement 90% en 2018, approchant ainsi le niveau de disponibilité requis et recommandé par l'OMS. En vue de maintenir ces statistiques et permettre également à la population d'éviter les maladies liées à l'insuffisance d'iode dans l'organisme, plusieurs stratégies sont prévues pour promouvoir la production et la consommation du sel iodé. Sensibiliser les salpitrices à ioder correctement le sel localement produit. Impliquer tous les élus locaux dans la promotion du sel iodé. Sensibiliser les vendeurs du sel à adopter de bonnes pratiques de conservation et de manipulation du sel iodé.
contrôler les entrées du sel par les frontières terrestres du Bénin, vérifier régulièrement la présence d'iode dans le sel à tous les niveaux, sensibiliser les consommateurs à exiger du sel adéquatement iodé et procéder à la saisie du sel non iodé mis en vente au Bénin. Tout en rappelant le processus de production de ce sel, le président de l'association des producteurs du sel iodé de Semekoji exhorte toute la population à sa consommation. La technique dans le détail consiste à prélever l'eau de mer par des bras valides, qui est une eau chargée de sel qu'on met sur des bâches, dans un bassin, des bâches noires étanches qui sont étalées au soleil dans le bassin. Et sous l'effet d'évaporation, l'eau s'évaporant laisse au fond des bâches le sel qui est recueilli et séché. Mais il ne présente pas de risque pour la santé et est très respectueux de l'environnement et évite pour notre pays la déforestation. De consommer et de bien consommer du sel iodé pour leur santé. Le sel iodé doit être protégé contre l'air ambiant, les rayons solaires et la chaleur. Il doit être conservé dans un bocal bien fermé. Le clou des manifestations est la distribution gratuite de sel iodé à chaque participant. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, en abrégé ANSALB, a organisé ce jeudi 27 octobre 2022 une première grande conférence publique. Les échanges des hommes scientifiques ont tourné autour des réalités, enjeux et perspectives sur la pandémie du coronavirus. Compte rendu d'Éric Olaogun, Prudence Koussouron. Réunis dans la salle de conférence de l'école polytechnique de l'université d'Abomey-Calavi, les membres de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin ont réfléchi autour du thème Covid-19, réalité, enjeux et perspectives au Bénin. Plusieurs interrogations ont motivé cette assise. Les chiffres officiels de l'Organisation mondiale de la santé montrent plusieurs millions de décès liés à la Covid depuis 2020. Qu'est-ce qui explique cette faible mortalité dans la population béninoise? Qu'est-ce qui s'est réellement passé et comment? Nous avons l'obligation scientifique d'essayer de répondre à ces questions durant cette conférence, ou tout au moins d'élaborer des pistes de réponse. La conférence s'est déroulée en 3 panels, animés par plusieurs orateurs spécialistes de différents domaines ayant trait à la santé. Ceci pour trouver des solutions propices afin d'éradiquer complètement le coronavirus et se préparer en conséquence pour d'éventuelles pandémies. Dans son allocution, le président de l'Académie n'a pas occulté de remercier toutes les parties qui ont contribué à la réussite de l'événement. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin remercie toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de cette conférence, particulièrement le ministère en charge de la santé et de l'économie, ainsi que les responsables de l'université d'Abomey-Calavi qui nous offrent au niveau de l'EPAC l'hospitalité en mettant à leur disposition. Il s'agit de la première grande conférence de l'ANSALB sur une série prévue pour rendre visible auprès des Béninois les travaux de recherche effectués. Jean-Pierre Ezi, académicien et ancien recteur de l'université du Bénin, donne ici ses impressions à la fin des échanges. Ce qu'on peut tirer déjà des 3 communications que nous avons eues aujourd'hui, vous avez vu, il y a toutes les informations et les désinformations aussi qui circulent au niveau de l'OMS, parce que l'OMS n'a pas fait ci, l'OMS nous envoie les mauvais vaccins, etc., etc. On a eu un éclairage là-dessus. Et il y a eu aussi un travail beaucoup plus pointu qui est le travail de séquençage. Séquençage, c'est quoi? On parle de variants. Il y a eu deuxième variant, troisième variant, troisième vague. La France, je crois, ils en sont à la 8e vague. Bon, nous, je ne sais même pas à quelle vague on est. On prétend que nous sommes à la 3e, 4e vague. Mais nous n'avons pas les outils pour le faire. Mais maintenant, on a mis à la face de notre population que des possibilités existent au Bénin pour aller plus loin qu'on a pu aller
pendant la crise. On a écouté aussi le bilan que le ministère de la Santé a fait de cette gestion, qui est sur bien des plans l'une des meilleures gestions de la maladie dans la sous-région. Les regards sont donc tournés vers d'autres grandes conférences de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, dans l'intérêt du peuple béninois et celui de la communauté internationale. On l'annonçait en titre. La conférence des préfets au titre de l'année 2022 s'est ouverte ce jeudi 27 octobre 2022 à Porto-Novo. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, accompagné de son collègue de l'Intérieur et de la sécurité publique Alassane Seydou, ainsi que des 12 préfets des départements et des cadres de l'administration territoriale vont réfléchir pendant 2 jours sur les questions liées à la sécurité et au développement territorial. Suivez. Des sonorités musicales qui emplissent l'atmosphère de l'école régionale de la magistrature à Porto-Novo, annonçant la 2e conférence des préfets au titre de l'année 2022. Cette séance, qui rassemble les 12 préfets des 12 départements, des services techniques et présidée par 2 ministres du gouvernement, permettra de conjuguer les efforts dans la recherche de solutions appropriées pour juguler les nombreux défis auxquels sont confrontés l'administration territoriale. La présente conférence se tient dans un contexte particulier, marqué non seulement par les effets néfastes de la crise économique, mais également par une montée relative de l'insécurité qui se manifeste par la recrudescence des attaques des positions de nos forces de sécurité et de défense par des groupes armés terroristes. Je n'oublie pas au passage les actes d'enlèvement et les affichages à connotation terroriste dans les écoles, semant ainsi le doute, la panique et la psychose au sein de nos populations. Les conséquences sont parfois très lourdes, avec des pertes en vies humaines dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité et des dégâts matériels. Face à cette situation, le gouvernement s'emploie à développer une résilience au sein des populations par la sensibilisation et la promotion de la coproduction de la sécurité, tout en renforçant la capacité opérationnelle des personnels en charge de la sécurisation des zones sous menace. De grands défis attendent les préfets. Cette conférence est donc pour nous une excellente occasion d'information et de renforcement de capacités mutuelles. Elle permettra de passer en revue la situation intérieure de chaque département, d'en tirer les leçons qui s'imposent, d'analyser les difficultés rencontrées et d'y apporter des solutions dans l'intérêt supérieur de la nation. Et pour cette 2e conférence, quelques thématiques retenues vont servir de base aux échanges. Il s'agit notamment du leadership et l'innovation dans la conduite des politiques publiques de développement, de la déconcentration territoriale des services de l'Agence nationale d'identification des personnes, de la place des préfets dans la chaîne de mitigation des risques de catastrophes naturelles et des aléas climatiques, des défis sécuritaires à relever lors des élections législatives du 8 janvier 2023 et enfin, le rôle des préfets dans la recherche de solutions pour endiguer la délinquance, la criminalité et l'insécurité en général. À l'issue de cette 2e conférence dont les travaux durent 2 jours, chaque préfet sera mieux renseigné et mieux outillé pour affronter les défis liés à son administration préfectorale. Les rideaux sont tombés sur la 2e session ordinaire de l'année 2022 du Conseil économique et social ce mercredi 26 octobre 2022. Au cours de la dite session, plusieurs dossiers ont été étudiés, notamment les grandes orientations de budget de l'État gestion 2023. Compte rendu. La 2e session ordinaire de 2022 du Conseil économique et social s'est achevée ce mercredi 26 octobre. 30 jours de réflexion et d'échange sur des dossiers qui sont cette fois-ci essentiellement budgétaires et qui s'est fait avec le Conseil spécial du président de la République. Le point des activités menées est présenté ici par le président de l'institution. Au sortir de ces 30 jours d'intenses activités marquées de travaux en commission, en plénière et de visites de terrain, nous avons pu non seulement examiner le projet de loi de finances rectificative gestion 2022, le projet de loi de finances pour la gestion 2023, mais aussi
poursuivre l'étude des problématiques de développement en instance. C'est dans cette perspective que le gouvernement a dépêché une équipe pour présenter aux conseillers du CS les grandes orientations du budget général de l'État. Les échanges fructueux qu'on a eus à ce sujet nous ont permis de mieux cerner les différents contours du projet de loi de finances. Nous avons également échangé avec le Conseil spécial du Président de la République sur instruction du Président de la République lui-même. Il s'agit du président, M. Dagnon, Johannes, sur les grands axes du programme d'action du gouvernement PAG2. La présentation ainsi que les débats qui s'en sont suivis nous ont permis de comprendre davantage la vision du gouvernement et d'orienter au mieux notre mission d'éclairage et d'appui aux prises de décision des pouvoirs publics. Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi numéro 92-010 du 16 juillet 1992 portant loi organique sur le Conseil économique et social et celle de l'article 36 de l'institution, le Conseil économique et social s'est montré favorable aux dossiers étudiés au cours de cette deuxième session. Au terme de nos travaux, le gouvernement et l'Assemblée nationale auront donc à disposition des outils pouvant leur permettre d'affiner leurs réflexions ou de mettre en œuvre de façon plus éclairée les politiques de développement de notre cher pays. Il s'agit du rapport assorti d'avis sur le projet de loi de finances rectificative gestion 2022, du rapport suivi d'avis sur le projet de loi de finances gestion 2023. Pour ce qui concerne les sujets d'autosaisine, les travaux ont significativement évolué au point où la prochaine session sera consacrée à l'adoption des rapports et recommandations relatifs. Le président du Conseil économique et social, après avoir remercié toute son équipe, a salué le gouvernement pour avoir initié des mesures qui soulagent la population en ce contexte mondial de flambée des prix de produits de grande nécessité. À la fin de cette session, les conseillers de l'institution se sont exprimés au sujet des différents travaux exécutés durant ces 30 jours. On les écoute. Durant les 30 jours qu'a duré cette session, on n'a pas vu le temps du tout passer. Les activités étaient nombreuses, à commencer par l'ouverture de la session, puis la visite du terrain pour conforter les connaissances que les personnes ressources sont venues nous donner ici. Cela nous a pris 5 jours de visite du terrain où nous, en tant que conseillers, nous sommes allés au contact des populations pour vivre avec elles tout ce que les personnes ressources, pour la plupart des universitaires et des praticiens, sont venus nous livrer ici. Après cela, nous avons fait un séminaire pour voir l'impact de la démographie sur l'économie du pays. Et puis, après cela, nous avons examiné le budget. Nous pouvons dire que le clou de la session a été marqué hier donc, par la présentation au conseil du PAG2, n'est-ce pas? Et là aussi, nous avons vu et compris aussi vraiment les ambitions du gouvernement et pour lesquelles nous devons être donc prêts à accompagner toutes ces actions pour le bien-être de nos populations. Nous ne nous en plaignons pas, puisque cela montre à quel point l'institution est importante au sein de la République et c'est le chef de l'État qui donne toute sa place à cette institution en acceptant de lui accorder les moyens de fonctionner normalement. Peut-être que le
point que je dirais, c'est qu'au niveau du Conseil économique et social, nous travaillons énormément, nous faisons beaucoup d'études, de saisine, d'autosaisine, et faisons des recommandations, n'est-ce pas, aussi bien de l'Assemblée nationale qu'au chef de l'État. Nous souhaiterions que ces recommandations soient réellement prises en compte et que la population puisse savoir l'impact, n'est-ce pas, du Conseil économique et social. L'école doctorale de la science de la vie et de la terre de l'université d'Abomey-Calavi a enregistré ce 26 octobre 2022 un nouveau docteur. Son nom, Claude Azalou Tingbe. L'impétron a soutenu sa thèse dans la spécialité foresterie, biotechnologie végétale et amélioration des plantes. Il a consacré ses travaux de recherche sur l'étude de la plante Garcinia cola Ekel, appelée communément aroé, et en a ressorti de nouveaux moyens de production. Reportage. Claude Azalou Tingbe porte désormais le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi dans la spécialité foresterie, biotechnologie végétale et amélioration des plantes, avec une mention très honorable et félicitations du jury. C'est le couronnement de 6 années d'études et de recherche qui a abouti à ce résultat thématique choisi: valorisation de Garcinia cola Ekel au Bénin, communément appelé aroué, étude de la phénologie et du déterminisme des régénérations in situ et ex situ dans la production et le renforcement de la population de l'espèce. Un thème choisi dont l'objectif de répondre à un problème précis. Vous savez, Garcinia cola Ekel, qu'on appelle en fond aroué, est une espèce menacée, et l'UICN l'a classée sur sa liste rouge. Et beaucoup de Béninois ne savent pas que cette espèce est également au Bénin. Nous avons le Dahomey Gap qui permet à cette espèce de se retrouver dans la zone guinéo-congolaise du Bénin avec 4 phytodistricts. Alors nous avons travaillé sur la germination in situ avec les populations, parce que les populations ne plantent pas l'espèce à cause de certains préjugés sociaux. Donc nous avons appliqué 16 traitements ensemble avec les populations. Nous avons retenu quelques traitements qui ont été en tout cas les plus efficaces. Donc ça apporte d'abord de nouvelles techniques culturelles, de nouvelles techniques sylvicoles à nos différentes populations. Ça permet à la population de Garcinia cola d'être beaucoup plus renforcée. Après plus de 45 minutes de présentation de sa thèse à un jury international composé de 6 membres, dont un virtuel, l'impétrant a défendu ses 224 pages de recherche, d'analyse et de résultats dont qualifie le président du jury et le directeur de thèse d'accrocheur et d'innovant. L'espèce même a plusieurs utilités, tant sur le plan alimentaire, nutritionnel, rituel et autres. Il ne fallait quand même pas que la recherche croise les bras. C'est pourquoi l'impétrant et moi, on a pris le risque d'aller sur cette thématique-là. Les résultats sont probants. Je pense que le reste, on va poursuivre. L'intérêt réside sur la plante, mais le vrai problème qu'il y a à ce niveau, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de plants ou bien d'arbres qui sont conservés ici. Il y a une innovation par voie biotechnologique. Donc on peut multiplier à l'infini la plante qui désormais maintenant donne suffisamment donc, de semences qu'on peut valoriser. Vu les résultats obtenus dans ces recherches, le nouveau docteur fait des recommandations aux autorités. Le gouvernement du Bénin puisse considérer cette espèce et l'organiser en réalité en filière. Nous avons pu faire ces efforts-là et obtenir des résultats records. Nous avons les techniques qui vont nous permettre d'obtenir une germination très efficace déjà avec 12-13 jours. Nous pouvons produire valablement cette espèce de manière correcte pour permettre au Bénin d'avoir beaucoup d'argent afin non seulement d'atténuer les effets de la cherté de la vie, mais de permettre aussi à nos populations de réduire la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie de nos travailleurs. Les apports et recommandations apportés par les différents membres du jury se doivent d'être intégrés par l'impétrant pour l'obtention d'un document final devant servir la nation.
C'est sur cet élément réalisé par Ruth Ronjo que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.